Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous allons parler de politique israélienne. Après l'attaque du Hamas contre Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé lundi à former un gouvernement d'union nationale d'urgence sans conditions préalables, espérant ainsi sortir d'une longue période de crise politique, de contestation populaire, qui n'est pas sans lien avec ces événements, puisque dans la presse israélienne, on évoque le fait que ces dissensions au sein de la société israéliennes ont pu créer une diversion, ont pu éloigner les véritables questions et notamment les questions de sécurité. Mais au-delà des questions politiques, il y a aussi les horreurs découvertes avec des femmes, des enfants, des bébés massacrés dans deux kibbutz non loin de Gaza. Et on va évoquer cela avec nos invités. Ilan Gressamer, bonjour. Vous êtes en Bonjour. duplex avec nous depuis Israël. Vous enseignez les sciences politiques, la civilisation française à l'université de Bar-Ilan, près de Tel Aviv. On vous doit de nombreux essais sur la société israélienne, dont la nouvelle histoire d'Israël. Et puis ici à Paris, dans ce studio, Rana Levi, bonjour. Vous êtes historien de la démocratie israélienne, directeur de recherche émérite au CNRS. Rana Levi, votre regard sur ces exactions perpétrées par les terroristes du Hamas? Je crois on a là une juxtaposition de deux phénomènes. Il y a une guerre asymétrique entre un groupe terroriste très entraîné, très structuré, très préparé, beaucoup plus qu'on imaginait, et qui a lancé cette fois non pas une opération, mais une véritable guerre au sud d'Israël. Mais en même temps, on est dans une guerre religieuse. Le Hamas, d'une certaine manière, réalise une sorte de djihad sur le terrain en essayant d'éliminer des impies ou des gens qu'ils considèrent comme des impies, sans distinction entre hommes, femmes, enfants, vieillards. Et il y a dans ces actions un certain nombre d'actes qui sont tout simplement incompréhensibles. On peut essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête d'un terroriste qui décapite un enfant ou qui tire une balle dans la tête d'un bébé. Mais il n'y a pas une explication rationnelle autre que cette dimension religieuse de cette guerre lancée par le Hamas. Et on a longtemps oublié qu'il s'agit là d'une guerre religieuse, d'un djihad. Parce que le Hamas, on l'a traité à juste raison comme une organisation paramilitaire, comme un régime totalitaire qui tient en tutelle la population de Gaza. Il a des soutiens, mais ce n'est pas le soutien unanime de toute la population. Mais on a oublié ou sous-estimé ou pas assez vu la dimension religieuse de ces attaques. Votre point de vue, Ilan Gressamer? Oui, moi je voudrais, bon, je suis d'accord avec Ran et je voudrais ajouter une dimension qui me paraît très importante. La société israélienne, les jeunes Israéliens ont été formés dans l'imaginaire de la Shoah. C'est ce que l'on enseigne dans les écoles. Israël est le produit de ce massacre de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui ressort immédiatement devant nos yeux lorsque nous voyons des images de cette incroyable tuerie, cet incroyable massacre, comme on l'a dit, d'enfants, de bébés, de vieillards. Tout de suite, pour nous, ce n'est pas le 11 septembre qui ressort ou la guerre de Kippour, par exemple. C'est cette ce souvenir que nous avons tous de ce que le peuple juif a été massacré. Et là, il s'agit de maintenant plus de 1200 tués apparemment par ces terroristes du Hamas. C'est quelque chose qui a un impact incroyable, inimaginable sur la société israélienne et qui explique la mobilisation générale de tous les Israéliens. C'est quelque chose de terrible. Mais par exemple, les exactions perpétrées par le Hamas
ont touché ces kibboutz, comme je l'ai dit. Elles ont touché aussi des bédouins. Apparemment, 19 bédouins ont été tués dans les attaques, nous dit le Wall Street Journal. Là aussi, Ilan Gressamer, on a du mal à comprendre, puisque les bédouins, il faut l'expliquer en quelques mots, vivent notamment dans le désert du Negev. Ils ne sont donc pas juifs, ils ont un statut particulier, ils vivent en bonne intelligence avec les juifs. Pourquoi frapper des bédouins? Bon, je crois que les terroristes du Hamas n'ont pas fait de distinction, comme d'ailleurs l'envoi de missiles, par exemple, sur les villes israéliennes et même sur Jérusalem, où j'habite, dont la moitié de la population est arabe. Et il y a eu des alertes et il y a eu des retombées de missiles. Ils ne font pas de distinction. Et en particulier, dans la zone qui a été sauvagement attaquée, il y a de très nombreux travailleurs étrangers de Thaïlande, notamment d'Ukraine d'ailleurs, qui travaillaient dans ces kibbutz, dans ces champs. Certains ont été massacrés, ils comptent parmi ceux qui ont été tués, et ont été enlevés et aussi emmenés en otage. Parmi les otages qui ont été pris par le Hamas dans la bande de Gaza, il y a des Thaïlandais, il y a des travailleurs étrangers. Donc, je ne crois pas que ces gens qui ont massacré sauvagement en entrant dans les maisons, et on n'a pas signalé aussi qu'ils ont brûlé ces maisons dans les kibbutz sur leurs habitants, ils n'ont pas fait de distinction. Ils n'ont pas demandé est-ce que vous êtes arabe, est-ce que vous êtes juif, donnez-nous vos papiers, etc. C'est un massacre qui s'est passé en très peu de temps finalement, samedi matin et dans la journée de samedi, sans distinction et de la façon, disons-le, la plus sauvage possible, enfin du genre Daesh coupant le cou des gens Oui, au couteau de cuisine. effectivement ce que l'on a vu, Rana Levi, et ce qui signifie que le but de cette opération était de terroriser tout le monde dès lors que ce monde-là était sur le territoire israélien. Le terrorisme n'a pas d'objectif politique précis. Terroriser, détruire, brûler, et Ilan Grelzamer a mentionné des maisons brûlées, mais ce n'était pas seulement des maisons. Il y avait un rêve party où il y avait des centaines de jeunes qui fêtaient, et quand les terroristes du Hamas les ont massacrés en partie, pris en otage d'autres, ils ont pris les cadavres avec un tracteur, ils en ont fait un tas, et ils commençaient à les brûler pour les réduire en cendres. Quand on dit que la population israélienne a le réflexe du souvenir de l'Holocauste, réduire en cendres de jeunes personnes au milieu du Negev a une résonance énorme. Dès lors, Ilan Gressamer, aujourd'hui, dans quel état est l'opinion publique israélienne avec son hétérogénéité, puisque celle-ci n'était pas évidemment unie avant ces événements. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est la mobilisation générale pour éradiquer le Hamas. Je ne sais pas comment c'est possible et comment on le fera. C'est extrêmement difficile d'éliminer une organisation terroriste qui, comme on l'a dit, est fondue dans la population. C'est la première chose. La deuxième, c'est une immense colère de la population, toutes tendances confondues, à l'égard du gouvernement israélien, à l'égard de Netanyahou et de ses ministres, qui, au cours des 4 derniers jours, c'est surtout ça la critique, on a oublié l'histoire de la réforme judiciaire, au cours de ces 4 derniers jours, le gouvernement israélien est, disons-le, en dessous de tout, ne prend pas la parole, n'est pas capable de faire un gouvernement d'union nationale. J'ai cru Et comprendre tout qu'il ne ça, s'était pas rendu auprès pas tout. pardonnez-moi, Ilan Gressamer, je vous coupe comme vous êtes en Oui, duplex. J'ai oui, cru oui, je vous comprendre en que prie. aucun des membres du gouvernement ne s'était rendu auprès des victimes. Est-ce toujours le cas? Oui, oui, d'abord, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que surtout les gens dont une partie de la famille a disparu, on ne sait pas où ils sont, probablement comme otages pris par le Hamas dans la bande de Gaza. Personne n'informe les familles, personne, aucun de ces ministres. Et bon, pour l'instant, c'est une guerre, mais je crois qu'après,
il y a tellement de gens qui vont devoir rendre des comptes à la tête du gouvernement, ce sera un tremblement de terre politique. Mais après. Rana Levi. Bah, le génie de la société israélienne, c'est de marquer des élans de solidarité, de se souder au moment d'épreuves comme celle-ci, qui est totalement inédite, et puis de retrouver leurs querelles, leur opposition, leur division après. Mais là, on a une liste telle de défaillances incompréhensibles et le souvenir d'une sorte de chaos démocratique qui a précédé la guerre et dont certains expliquent qu'il n'est pas étranger à cette audace du Hamas à lancer une guerre pareille. Pourquoi? Quel est le lien qui est fait, Rana Levi? Le lien qui est fait, il a été fait par l'ancien chef d'état-major, le général Eisenkot, qui pendant des mois a alerté le gouvernement sur le danger stratégique de la poursuite d'une réforme judiciaire qui déchire le pays. Israël, pendant des mois et des mois, était happé par une sorte de guerre civile lavrée entre les partisans d'une réforme très contestée et une population qui s'est constituée en opposition démocratique hors des institutions démocratiques pour faire ralentir ou avorter cette réforme qui portait préjudice, je dirais, aux fondations constitutionnelles de l'État. Et il y avait de refus, on l'a appris, on le savait, de pilotes de chasse, des réservistes, mais par milliers, qui ont déclaré que si la réforme passait, ils cesseraient leur service. Et du coup, l'armée s'est trouvée une situation où le chef d'état-major et l'état-major ont passé leur temps à essayer de persuader ces réservistes de revenir sur leurs décisions. Rana Levi, historien de la démocratie israélienne, directeur de recherche émérite au CNRS, Ilan Gressamer, vous enseignez les sciences politiques à Bar-Ilan, près de Tel Aviv. On vous doit notamment la nouvelle histoire d'Israël. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera ensemble les conséquences politiques, cette fois-ci, de cette déflagration et ce que cela signifie pour l'avenir de Benjamin Netanyahou. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Lundi, Benjamin Netanyahou appelait à former un gouvernement d'union nationale d'urgence sans conditions préalables pour organiser la riposte militaire suite à l'attaque du Hamas samedi dernier. Après des mois de contestation populaire à l'encontre de son gouvernement, le Premier ministre peut-il parvenir à rassembler autour de lui les forces politiques israéliennes? Nous sommes en compagnie d'Ilan Gressamer. Vous êtes en duplex avec nous depuis Jérusalem. Vous enseignez les sciences politiques à l'université de Bar-Ilan, près de Tel Aviv. Rana Levi est en studio, vous êtes historien de la démocratie israélienne. Les forces politiques en présence aujourd'hui, celles qui pourraient rentrer dans ce gouvernement d'union nationale, quelles sont-elles, Rana Levi? Il y a deux partis, le parti du centre droit qui est mené par Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée, et le parti de centre gauche qui est le principal parti de l'opposition en ce moment, et qui est présidé par Yair Lapid, un ancien journaliste qui est devenu un homme politique. Les négociations continuent. La condition que met notamment M. Lapid, c'est de former un gouvernement très restreint dont seraient exclus les ministres extrémistes que M. Netanyahou était obligé de faire venir dans son gouvernement simplement pour avoir une coalition. Alors que pour l'instant, M. Netanyahou réchigne à se séparer de ses ministres et les négociations continuent. Ça fait quelques jours que le pourparler se poursuivent et pour l'instant, on ne voit rien. Eh oui, il faut nous expliquer, Ilan Gressamer, la société israélienne dans sa complexité, parce qu'il y a donc des juifs ultra-religieux, il y a des colons, il y a aussi des Israéliens qui voteraient à gauche, mais il y en a de moins en moins. Bref, le spectre, la société israélienne est complexe. Oui, moi j'insisterai plutôt sur le fait, sur ces 4 derniers jours, finalement, depuis l'attaque du Hamas, il y a une énorme colère contre le gouvernement et contre les institutions
de la part de toute la population, et cette fois-ci, je dirais, tous secteurs confondus. Je crois que s'il y avait des élections demain, la coalition de M. Netanyahou serait véritablement écrasée et renvoyée. Mais le problème est que il n'y a pas d'élection demain et les résultats politiques, c'est-à-dire quel gouvernement il y aura en Israël dans l'avenir, pour l'instant, tout dépend de l'action d'Israël sur le terrain. Ce que la population, encore une fois, toutes tendances confondues, exige du gouvernement, c'est l'éradication du Hamas, que le Hamas n'existe plus et qu'il n'y ait plus aucune menace dans le sud venant de la bande de Gaza. C'est ce que la population exige. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Comment éradique-t-on une organisation terroriste? Mais c'est ce que la population exige. Si le gouvernement y arrive, M. Netanyahou peut peut-être continuer. S'il n'y arrive pas, il sera remplacé assez rapidement à la tête de l'État. Ce qui représenterait une inflexion, le fait que le Hamas disparaisse, parce que d'aucuns accusent Benjamin Netanyahou, Rana Levy, d'avoir joué le Hamas contre l'autorité palestinienne. Monsieur Netanyahou avait une doctrine très simple, c'est-à-dire maintenir le Hamas en lisière et affaiblir l'autorité palestinienne. Affaiblir l'autorité palestinienne pour prévenir les perspectives d'une négociation qui aboutirait à la séparation des deux peuples et poursuivre les implantations, une sorte d'annexion rampante qui s'est accélérée d'ailleurs depuis qu'il a formé son dernier gouvernement. Pour la Cisjordanie, parce qu'il faut bien rappeler la géographie compliquée. En Cisjordanie. Et c'est la doctrine inverse de celle d'Ariel Sharon. Sharon, Ariel Sharon, donc il faut Ariel Sharon, l'ancien Premier ministre et rival de M. Netanyahou, qui est mort il y a quelques années, et qui a mené le désengagement dans la bande de Gaza en faisant évacuer des villages entiers pour laisser la bande de Gaza aux habitants de cette région, et dont la doctrine était très simple, c'est-à-dire taper et attaquer sans cesse le Hamas en essayant de le réduire à Gaza et promouvoir ce qu'il appelait la séparation des deux peuples, non pas en vue forcément d'un accord de paix qui paraissait à l'époque, qui paraît toujours difficile à atteindre, mais en tout cas d'entreprendre une politique de désengagement qui impliquait évidemment l'évacuation d'un certain nombre de colonies israéliennes, ce à quoi Netanyahou s'oppose de toutes ses forces. Ilan Gressamer, on comprend mal, et il faut nous l'expliquer, pourquoi la gauche israélienne, qui était aussi importante, est devenue désormais à ce point minoritaire. Il y a 4 députés du Parti travailliste à la Knesset, au Parlement israélien, autant dire quasiment rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui s'est passé est très simple. L'objectif et le thème principal de la gauche israélienne depuis très longtemps était que si nous tendions la main aux Palestiniens, si nous engagions un processus de paix avec eux, etc., ils répondraient de la même façon que les modérés chez nous, nous tendraient la main, on pourrait commencer un processus de paix et arriver peut-être à la solution des 2 États pour les 2 peuples. Or, il faut constater que ce n'est plus possible de dire ça en Israël. Imaginez que la frontière entre les 2 États soit la frontière entre Israël et la Cisjordanie et que des événements comme ce qui vient de se passer en bordure de la bande de Gaza se produisent le long de cette très longue frontière entre Israël et la Cisjordanie. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un de gauche, et je dirais que moi-même j'appartiens à ce camp, au camp de la paix israélien, quand on dit à un Israélien, vous savez, il faut faire confiance à la partie d'en face et la paix est possible et il y a des modérés chez eux, etc., ce discours
n'est plus écoutée par personne et la masse des Israéliens, surtout après ce qui vient de se passer, ne veut pas entendre parler d'un accord avec les Palestiniens. On ne fait plus confiance aux Palestiniens en Israël, et ni aux modérés ni aux autres. Et c'est pourquoi le discours de la gauche israélienne, malheureusement, ne prend plus. Mais d'un autre côté, on voit bien aussi que le discours sécuritaire, il est sans objet. Et le symbole de tout cela, c'est par exemple l'article du Wall Street Journal, Ilan Gressamer, qui explique à quel point la barrière de sécurité qui était censée protéger le sud d'Israël de Gaza a été rendue inopérante, non pas avec des moyens sophistiqués, puisque celle-ci était une barrière high-tech, mais avec des bulldozers, ce qui témoigne de l'impossibilité pour le sud d'Israël d'être sécurisé face à la menace des Gazaouis, quelle que soit l'organisation qui serait derrière. Non, je dirais premièrement qu'il y a eu, c'est vrai, une énorme faute de la part aussi de l'armée israélienne, parce que, et ça c'est quelque chose qui est similaire à la guerre de Kippour, c'est cette idée d'une conception que la partie d'en face n'attaquera pas. Non, le Hamas est trop La faible, le guerre du Kippour, Hamas n'a c'était une pas. attaque par surprise, juste pour le rappeler, Ilan Gressamer. Voilà, mais exactement, exactement, à 50 ans d'intervalle, la partie d'en face, la partie arabe, n'attaquera pas, c'est impossible. Et donc là, c'est assez incompréhensible, puisqu'il y avait tous les signes le long de cette barrière de sécurité. Les terroristes du Hamas sont venus avec des camions, avec des voitures, avec des motos, et tout ça a été massé de l'autre côté de la frontière, mais la conception que le Hamas n'attaquera pas était telle que finalement Israël a été pris de court. Maintenant, pour l'avenir, je parle simplement du sentiment de la masse des Israéliens, pas du camp de la paix ou de la gauche ou quoi. C'est qu'il n'est pas possible, avec des gens comme cela et qui ont fait ces crimes, d'arriver à une entente. Et donc, la position de ceux qui disent qu'il faut juste gérer le conflit et continuer de cette façon va être renforcée d'une certaine façon. Et je ne vois pas la gauche ou le camp de la paix reprendre le dessus. Mais dans le même temps, Rana Levy, quand aujourd'hui Benjamin Netanyahou promet la destruction du Hamas, on voit bien le slogan politique et le but recherché, mais au-delà des mots, qu'est-ce que ça peut être autrement qu'une formule incantatoire? On évoque plusieurs options à Gaza et aucune n'est idéale. Elles sont toutes terribles. L'une, ce serait un bombardement continu de la bande de Gaza qui ferait un nombre incalculable de victimes et qui ne résoudrait pas le problème parce que Hamas est très bien organisé. Vous avez évoqué les tunnels, les hôpitaux, les écoles, où il cache ses armes et ses usines de fabrication. Et donc, De roquettes, parce que les roquettes sont fabriquées à Gaza. et ils sont fabriqués en temps, ils sont montés à Gaza, ils sont infiltrés par le Sinaï et par d'autres voies, mais ces bombardements ne résoudraient pas le problème de Hamas. Il y a une autre option dont on parle, c'est une entrée massive de l'armée, mais là encore, on ne sait pas si c'est pour réduire le potentiel militaire de Hamas et le détruire, ou si c'est pour éradiquer le régime totalitaire que Hamas fait régner à Gaza et dont on ne voit pas pour l'instant les moyens. On sait qu'il y a des plans pour s'attaquer à l'infrastructure militaire de Hamas. On ne sait rien de l'autre possibilité qu'on évoque d'éradiquer le régime. Et dans le même temps, Et d'abord, comment on éradique un régime? On a vu déjà en Irak, ça c'est la folie des néoconservateurs. On dit que les gens sont imbus d'instinct de liberté, on va libérer les peuples, et avec leur instinct de liberté, ils vont constituer des institutions démocratiques. Ça ne s'est pas fait en Irak, et ça ne risque pas de se faire à Gaza. Et
Ce que l'on voit aussi, Ilan Gressamer, et ça c'est quelque chose qui ne va faire que monter, ce sont les protestations de l'ONU par exemple, vis-à-vis du siège de Gaza qui est fait aujourd'hui par Israël, le fait, cette décision de couper l'eau, la nourriture, l'électricité, tout cela par exemple, est-ce que c'est tenable selon vous? Oh, vous savez que Israël et les Israéliens n'ont jamais prêté une attention extraordinaire à toutes ces protestations de l'ONU ou d'autres organisations internationales parce que les Israéliens considèrent que ces organisations sont hostiles à Israël et que donc il ne faut pas tenir compte de ce que ces institutions disent. Par ailleurs, enfin, les images de cette tuerie de la part du Hamas ont été telles qu'il y a vraiment maintenant, on l'a vu avec le discours du président américain, mais aussi avec la solidarité exprimée par l'ensemble des pays de l'Union européenne, dans l'ensemble, Israël, pour l'instant, est soutenu par une grande partie de la communauté internationale. Donc, on verra. D'ici quelques jours, ça risque de changer. Mais pour l'instant, ces frappes et ce blocus de la bande de Gaza ne sont pas vraiment critiqués dans le monde. J'ajouterai de façon un peu ironique, sauf par les gens de la France insoumise en France, qui ont dit des choses tout à fait insupportables. Et pour l'instant, Israël continue avec ce but d'éradiquer le Hamas totalement de la bande de Gaza. Encore une fois, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas, personne ne sait. Ça paraît extrêmement difficile de supprimer totalement une organisation terroriste, mais pour l'instant, c'est le but des Mhm. Israéliens. Rana Levy. Je crois que le gouvernement israélien actuellement se trouve dans un étau terrible. La population est dans une colère sans précédent et elle exige des actions, une entrée massive à Gaza, une destruction du Hamas et de son infrastructure militaire, quel que soit le prix. Elle ne pense pas au prix, et cela donc au prix de destruction Mais incroyable et pourtant, il de... faut rappeler, Rana Levy, c'est un petit pays, 9 millions d'habitants. Ce sont les enfants qui sont aujourd'hui réservistes. 300 000 réservistes, c'est sans précédent. Ça veut dire que dans chaque famille, il y a des jeunes qui partent à la guerre. Ce qui prime, c'est d'éradiquer le Hamas, pour l'instant, quel que soit le prix. Et le gouvernement n'a que des options mauvaises. Enfin, aucune option n'est idéale. Et le deuxième problème du gouvernement Netanyahou, c'est il ne gouverne pas. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il est à la remorque de la colère du pays. Il n'arrive même pas à parler au pays, il ne s'adresse quasiment pas au pays. Ilan Grelzamer a rappelé quelque chose qui est inouï, c'est que les membres du gouvernement ne visitent même pas les lieux qui ont été investis, les hôpitaux. Il est dans une sorte de faiblesse congénitale par rapport à une situation qu'il ne peut contrôler que par le moyen d'une opération militaire incertaine. Mais en fait, d'ailleurs, cette impéritie du gouvernement israélien, Ilan Gressamer, elle se poursuit, puisque par exemple, l'homme qui a été nommé coordinateur pour le retour des otages, Gal Hirsch, est un général déchu, il est soupçonné de corruption, et finalement, il semble n'être là que tout simplement parce que c'est un ami de Netanyahou. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour constituer son gouvernement de droite et d'extrême droite, Netanyahou a dû faire appel à des gens dont on peut constater la nullité, mais pas seulement maintenant, depuis leur nomination, tout au long de cette pénible affaire de réforme judiciaire, une collection de nullités telle dans le gouvernement israélien que ça se révèle maintenant. Ils sont incapables de rendre visite aux familles dont des membres ont été massacrés ou kidnappés dans la bande de Gaza. Ils sont incapables de donner des chiffres exacts. On ne sait pas combien de gens ont été kidnappés. On ne sait même pas combien de gens ont été tués ou blessés. Et face à une telle incurie, il y a, comme on l'a dit, une énorme colère. Mais avant la colère et avant de demander des comptes et avant probablement de changer d'équipe dirigeante,
les gens sont mobilisés autour de cette action militaire. Mais Ilan Gressamer, là aussi, vous êtes israélien, et vous avez donc Oui, de la famille. Et chaque famille israélienne a des enfants qui vont absolument. partir. Pensez-vous Oui. que dans ces familles, on ait une position maximaliste aussi? Non, je pense, vous savez, il n'y a pas de sondage au cours des 4 derniers jours. Mais ce qui est évident, parce qu'il y a énormément d'interviews de familles qui ont des enfants réservistes, qui ont des cousins qui ont été massacrés, qui ont de la famille qui a été enlevée. Et c'est une énorme colère collective qui ne fait pas de distinction entre religieux et non religieux ou entre droite et gauche. Ce sentiment d'incurie du gouvernement et de Netanyahou en particulier est quelque chose de très général et qui aura des répercussions politiques. Mais encore une fois, il faut bien voir que les gens disent tout de suite, bon, ne parlons pas de politique pour l'instant, il y a une campagne militaire contre le Hamas à gagner par l'éradication du Hamas. D'ailleurs, lorsqu'on dit c'est pas possible, je ne sais pas si c'est pas possible. Je pense que Si vous l'armée éradiquez le israélienne va Hamas, vous aurez entrer. peut-être autre Israël, chose que, peut-être pire que le Hamas, Rana Levy. Mais ça a euh, été il juste y a, pour. il y a toujours quand il y a une stratégie militaire, il faut qu'il y ait derrière une stratégie politique. On ne voit pas la stratégie politique. L'un des problèmes, je dirais, majeurs de ce gouvernement Netanyahou, de Netanyahou en particulier, c'est que pendant très longtemps, il pensait qu'il pouvait geler, mettre sur le tapis ce conflit historique entre Israéliens et Palestiniens, avec la certitude que la progression du développement des relations entre Israël et les pays et les États arabes conduisent à une sorte d'endormissement de ce problème qui lui saute maintenant à la figure sur tous les fronts. On ne comprend pas même ce qu'il faisait en Cisjordanie avec cette annexion rampante. C'est-à-dire qu'on voit jamais avec lui le but ultime. Est-ce que le but ultime d'une annexion rampante en Cisjordanie, de l'extension indéfinie de la colonisation, ça veut dire ou un État d'apartheid dont les Israéliens ne veulent pas, ou un État binational, c'est-à-dire la fin de l'État juif. Donc on ne comprend pas, on comprend toujours la tactique de M. Netanyahou. Je n'ai jamais compris sa stratégie. Ilan Gressamer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, la grande erreur des Israéliens a été de tout faire pour affaiblir l'autorité palestinienne de Ramallah. C'est évidemment le Fatah ou, entre guillemets, les Il modérés faut du rappeler camp ce qu'est le Fatah. palestinien. Oui, il faut rappeler que en fait, les organisations palestiniennes sont très diverses, depuis le Hamas, qui est une organisation djihadiste et religieuse, jusqu'aux gens qui aujourd'hui dirigent à Ramallah, en Cisjordanie, qui sont des Palestiniens qui ont, avec Yasser Arafat, quand même fait les accords d'Oslo avec Israël. Il y a une grande diversité d'organisations chez les Palestiniens. Or, il est évident qu'Israël aurait dû tout faire Mhm. pour renforcer le camp modéré chez les Palestiniens, commencer un processus de paix, renoncer, comme l'a dit Iran, à cette annexion rampante, et ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, voilà les fruits Le de cette. résultat est là, Ran Alevi, un mot de conclusion. Il faut distinguer, vous avez parlé de la mobilisation des Israéliens. Il faut distinguer entre deux choses, ce que peuvent être leurs opinions politiques et leurs opinions même sur cette guerre, et la capacité extraordinaire de ce peuple, de cette nation, à se mobiliser et à aller à une guerre dont ils savent, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, qu'il y aurait des victimes quasiment dans toutes les familles. Il y a encore en Israël, cette crise terrible le montre, une résilience incroyable et qui va peut-être aider à trouver un dénouement, on ne sait pas lequel, et qui ne retient pas les Israéliens à s'engager dans cette situation particulière.
Merci beaucoup, Rana Levy. Je rappelle que vous êtes historien de la démocratie israélienne et directeur de recherche émérite au CNRS. Merci. Ilan Gressamer, vous enseignez les sciences politiques à l'université de Bar-Ilan, à côté de Tel Aviv. On vous doit de nombreux essais sur la société israélienne, dont la nouvelle histoire d'Israël et religion et État en Israël.